Voici un atténuateur RF de puissance maison de 30 décibels. Vous voulez en construire un? Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu! Le condensateur électrolysé. One Wire. Bidouilleur, salut. Un atténuateur RF, ça sert à diminuer la puissance d'un signal, en général pour des fins d'essai. Par exemple, vous voulez vérifier la fréquence d'émission d'un émetteur radio, mais sa puissance de sortie est beaucoup trop élevée pour l'injecter directement dans le fréquencemètre. Vous branchez donc un atténuateur RF en ligne entre la sortie de la radio et l'entrée du fréquencemètre. Vous aurez bien sûr choisi une unité avec l'atténuation et la puissance maximale en fonction de la puissance fournie par la radio. Vous n'injecterez donc qu'une fraction de la puissance disponible dans le fréquencemètre, l'excédent de puissance étant dissipé en chaleur, bien sûr. Les valeurs d'atténuation les plus courantes sont de 3, 6, 10, 20 et 30 décibels. Je parle aujourd'hui d'atténuateurs généralement conçus pour fonctionner sur une impédance de 50 ohms en entrée et en sortie. Mais il en existe pour d'autres impédances, notamment pour 75 ohms, l'impédance du câble de télévision. Il existe de petits atténuateurs qui peuvent prendre jusqu'à 1 ou 2 watts de puissance. Il est possible d'en trouver de nos jours à moins de 10 $. Les atténuateurs RF de plus grande puissance, eux, peuvent coûter assez cher, mais il est possible de vous en construire un à coût raisonnable, surtout si vous avez un bon assortiment de pièces de récupération. Et en plus, vous pourrez choisir la valeur d'atténuation et la puissance admissible à votre gré. Je vous propose donc aujourd'hui la construction de cet atténuateur de 30 décibels, donc qui divise la puissance disponible par un facteur de 1000. Il peut accepter jusqu'à 40 watts en intermittence ou 30 watts en continu. Il couvre le spectre radio de 0 à 500 MHz avec un rapport d'onde stationnaire, un ROS, de mieux que 1,5 pour 1. L'atténuateur peut aussi servir de charge fictive de 50 ohms. Pour cette application, la partie du circuit d'atténuation peut donc être laissée non connectée ou même omise durant la construction. L'intérêt de cet atténuateur est qu'il couvre les spectres HF, VHF et une partie du spectre UHF, donc jusqu'à 500 MHz, et ce, même s'il est construit avec des résistances de 2 watts axiales, régulières et peu coûteuses. Regardons tout de suite le schéma électrique de cet atténuateur. L'atténuateur est en fait de configuration en pi de 50, 820 et 50 ohms. La partie résistive dissipant l'essentiel de la puissance est composée de N égale 20 résistances de 1 kΩ de 2 watts connectées en parallèle. Le tout donne une résistance très près de 50 ohms puisque les tolérances des différentes résistances tendent normalement à s'annuler. Les résistances devraient préférablement être de type à composition métallique, soit métal oxyde ou film métallique, métal film. Elles ont typiquement une couleur bleue. Des résistances classiques en composition carbone peuvent aussi être utilisées, mais elles sont plus grosses et plus longues, et donc ce qui forcera à agrandir l'atténuateur. Cela aura comme conséquence de dégrader légèrement les performances. En tout cas, assurez-vous de ne pas utiliser des résistances de puissance faites d'enroulement de fils. Dans le cas de doute, abstenez-vous d'en utiliser. Sinon, vous serez en présence de bobines self, pas de résistance. Les résistances de 820 ohms et de 50 ohms, quant à elles, sont de type à montage en surface, de grosseur 12,06 de 1/8 de watt. L'utilisation de ce type de résistance est essentielle pour obtenir une performance uniforme en fonction de la fréquence. Le tout est accessible via un connecteur BNC femelle à une extrémité et un connecteur SMA femelle à l'autre. Le BNC sert d'entrée radiofréquence de puissance et le SMA de sortie atténuée.
Un condensateur variable vers la masse de 2 à 12 picofarads et une inductance de 7 nanohenries en série servent à compenser l'entrée pour les réactances parasites des résistances axiales, qui détériorent le rapport d'onde stationnaire à haute fréquence. Regardons l'aspect construction de l'assemblage. Le défi consiste à trouver un assemblage mécanique qui minimise les réactances non désirées. Il faut aussi trouver un moyen de compenser pour les réactances parasites, surtout inductives, causées par les caractéristiques physiques des résistances axiales. L'atténuateur est fait de 20 résistances, donc N égale 20, de 1 kΩ, montées en sandwich entre deux plaquettes PCB cuivrées sur une des deux faces. La face cuivrée des plaquettes est orientée vers l'extérieur pour pouvoir y souder les résistances de puissance. La plaquette PCB inférieure sert de masse. La plaquette supérieure sert de point commun des résistances de la terminaison de puissance de 50 ohms. Voici le patron de perçage des plaquettes PCB. Une mèche correspondant au diamètre des broches des résistances est utilisée pour percer les trous. Assurez-vous de laisser un peu d'espace entre les résistances, question de faciliter la dissipation de chaleur. Les connecteurs coaxiaux BNC et SMA ont leur boîtier soudé à la plaquette PCB de la masse. Le condensateur variable est soudé directement entre la broche du connecteur BNC et son boîtier qui est à la masse. L'inductance en série est faite d'un bout de fil, tout simplement, un fil monobrin de calibre AWG 20, soit de 0,8 mm de diamètre, et relie la broche centrale du connecteur BNC et la surface de la plaquette PCB opposée. Une feuille de cuivre mince est découpée en forme de triangle inversé et soudée à l'extrémité de la sortie du PCB. L'utilisation d'une surface conductrice large, comme ce triangle, minimise l'inductance série de cette connexion. À l'extrémité étroite de ce triangle est soudée la résistance de 820 ohms. L'autre extrémité de la résistance est soudée à la broche centrale du connecteur SMA. La résistance de 50 ohms est soudée entre cette même broche centrale et le boîtier du connecteur SMA. Je vous suggère de reproduire assez fidèlement les dimensions physiques et aussi d'utiliser des résistances de puissance similaires. Ceci vous permettra d'obtenir un rendement similaire au mien. En fait, visez des dimensions aussi compactes que possible. C'est un autre objectif. Voici quelques photos de l'unité complétée. Question de vous donner une meilleure idée de l'assemblage et des proportions. Alors, je vous montre ici l'arrangement que je vais utiliser aujourd'hui pour faire les mesures. Alors, j'ai un analyseur de réseau vectoriel qui va jusqu'à 3 GHz, donc on va être capable de mesurer là, sans problème la performance de notre atténuateur. Alors ici, on a ce qu'on appelle un VNA, donc un analyseur de réseau vectoriel qui est particulier, c'est que normalement, sur la grande majorité des analyseurs de réseau vectoriel, on aura simplement 2 connecteurs. Type N. Ici, on en a 4. Pourquoi? Parce que c'est un modèle avec le test set de transmission et réflexion externe. Okay? Donc, cette boîte-ci, normalement, dans la plupart des cas, elle est intégrée à l'appareil, le VNA typique. Ici, on a une boîte externe. Alors, essentiellement, ce qu'on peut faire ici, c'est on peut mesurer entre ce connecteur-ci et ce connecteur-ci. Donc, les deux connecteurs, on peut mesurer un élément. En transmission, mesurer l'atténuation, ou en réflexion, ce qui retourne ici. L'appareil est capable de mesurer la réflexion et il va nous afficher
la réflexion de façon vectorielle à l'écran. Donc, on peut donc mesurer l'impédance, donc résistance et réactance, avec un analyseur de réseau vectoriel. Alors vraiment, tout ce qui se passe, bien, ça se passe ici. On a l'atténuateur, juste ici, et bien, je vais en faire des mesures. La première mesure que je vais faire, c'est une mesure de transmission, c'est-à-dire l'atténuation produite par notre atténuateur. Et bien sûr, ici, j'ai fait un étalonnage auparavant. Donc, tout le câblage est mis à 0, si on peut dire, 0 décibels, et on insère l'atténuateur, et les résultats s'affichent à l'écran. Et je vais faire des captures d'écran, ça va être beaucoup plus facile à analyser si vous voulez. Alors, la première courbe, l'atténuation en fonction de la fréquence. Ici, l'échelle est de 1 décibel par division verticale. Donc, 29, 30 et 31 décibels d'atténuation. On voit que l'atténuation obtenue est donc de 30 décibels plus ou moins 1 décibel, entre 0 et 500 MHz. Les marqueurs, les petits triangles, montrent l'emplacement des bandes radioamateurs communes. En passant, l'atténuation est peu affectée par les variations de rapport d'ondes stationnaires d'entrée. Ceci est valable même si on omet le circuit LC de compensation en entrée. Le graphique suivant montre le rapport d'onde stationnaire ou le VSWR en anglais, le rapport d'onde stationnaire du port d'entrée en fonction de la fréquence entre 0 et 500 MHz. On voit que lorsque le condensateur de compensation est bien ajusté, le rapport d'onde stationnaire est mieux que 1,5 pour 1, ce qui est très correct comme performance pour la plupart des applications. Le graphique suivant montre le rapport d'onde stationnaire, le ROS d'entrée, en fonction de la fréquence pour un atténuateur sans compensation LC en rouge et pour un atténuateur avec la compensation LC en vert. Visiblement, le circuit LC interagit avec l'impédance du réseau de résistance à partir d'environ 300 MHz et il permet de ramener le rapport d'onde stationnaire à un bon niveau. Si pour l'usager un ROS de 2 pour 1 à 450 MHz est satisfaisant, celui-ci peut construire l'atténuateur sans compensation LC en y substituant une feuille de cuivre en forme de triangle inversé telle qu'utilisée sur le circuit de sortie de l'atténuateur. L'addition du circuit LC permet cependant de compenser pour les variations mécaniques et électriques inhérentes à la construction. Le circuit LC réagit de la sorte. La longueur de l'inductance série est conçue pour positionner le creux du rapport d'onde stationnaire aux environs de 450 MHz. Le condensateur permet, lui, d'ajuster la profondeur du creux. Il est donc possible d'altérer le circuit pour obtenir un creux beaucoup plus profond que celui illustré ici. Ceci se fera cependant au détriment du rapport d'onde stationnaire entre 200 et 300 MHz. Regardons maintenant l'impédance du port d'entrée en fonction de la fréquence pour un atténuateur sans compensation LC en rouge et pour un atténuateur avec la compensation LC en vert. On peut tirer les conclusions suivantes du graphique de la bague de Smith. D'abord, l'impédance sans compensation LC est légèrement capacitive en dessous de 400 MHz, car la courbe est sous la ligne de résistance dans la zone de réactance capacitive, mais elle devient largement inductive au-dessus de cette fréquence. Ensuite, c'est cette réactance inductive qu'il faut compenser à l'aide du circuit LC. Le résultat donne la courbe verte. On rabat ainsi la réponse inductive plus près de la ligne résistive et du point d'impédance 50 ohms résistif, le point idéal. Enfin, le prix à payer pour cette compensation LC est une détérioration marquée de l'impédance au-dessus de 500 MHz sur la courbe verte. Je vous montre finalement le rapport d'onde stationnaire mesuré sur la sortie, soit l'extrémité composée de résistance de montage en surface. On constate que l'utilisation de résistance de montage en surface permet d'obtenir une impédance de sortie stable jusqu'à au moins 3 GHz.
La sortie SMA peut donc être aussi utilisée comme terminaison radiofréquence de basse puissance de 50 ohms jusque dans le spectre micro-ondes. Quelques commentaires complémentaires maintenant. L'ajustement du condensateur de compensation en entrée de l'atténuateur peut être fait en connectant un émetteur UHF à l'atténuateur et en monitorant le rapport d'onde stationnaire en émission sur la bande des 440 MHz, par exemple, durant l'ajustement. Gardez les émissions courtes pendant l'accord, question d'épargner l'émetteur, bien sûr. Aussi, si vous voulez construire un atténuateur ayant une atténuation différente de 30 décibels, utilisez un calculateur d'atténuateur en pi, tel que celui-ci, où on fournit l'atténuation et l'impédance désirée, et qui nous donne les résistances requises. Arrondissez les valeurs de résistance obtenues aux résistances les plus proches disponibles sur le marché, bien sûr. Le projet a été complété en plusieurs étapes. J'ai d'abord construit un atténuateur sans compensation LC. J'ai mesuré les paramètres S, donc l'impédance, de l'atténuateur à plusieurs fréquences avec mon analyseur de réseau. Par la suite, j'ai créé le circuit et introduit les mesures dans un logiciel de simulation radiofréquence, Serenade SV pour ne pas le nommer. J'ai ajouté un circuit LC dans le simulateur et j'ai fait une optimisation de L et C par le logiciel de simulation Serenade pour un rapport d'onde stationnaire de 1,5 pour 1 ou mieux. Finalement, j'ai fait une implémentation réelle sur l'atténuateur des valeurs de L et C obtenues par le logiciel. Et le résultat était en concordance avec la simulation. J'ai mentionné précédemment que cet atténuateur peut aussi servir de charge fictive. C'est que, voyez-vous, une atténuation de 30 décibels, c'est une diminution par un facteur de 1000 de la puissance. Donc, 99,9% de la puissance s'en va en chaleur dans l'atténuateur. En d'autres mots, aussi bien dire que c'est une bonne charge fictive, même avec la sortie non connectée. Au passage, certains d'entre vous ont peut-être des difficultés avec la notion de décibels. Voyez alors ma vidéo numéro 101, une introduction aux décibels. Je fournis un lien vers la vidéo en question dans la description ci-dessous. Bien voilà, ça fait le tour du sujet. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions d'altération, ou tout simplement, si vous voulez nous montrer votre atténuateur maison, n'hésitez pas à utiliser le forum de discussion Électro-Bidouilleur. C'est gratuit et les autres bidouilleurs bénéficieront de votre contribution. Allez à forum.bidouilleur.ca. Merci et à la prochaine!